Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton. Dans l'actualité de ce vendredi 24 mai 2019, la bascule à Pontivy, une ancienne clinique devient pépinière d'idées. Le bâtiment héberge pour 6 mois des jeunes engagés à réinventer le monde de demain. Abandonné depuis 13 ans et après d'importants travaux, l'hôtel Sainte-Barbe au Conquet rouvre un établissement au panorama exceptionnel. Ce dimanche, est-il besoin de le rappeler, a lieu le scrutin pour élire les députés français au Parlement européen. L'inconnu, c'est l'abstention, notamment chez les jeunes. Il y a 2 ans, Sophie et Mathilde Herriot ont lancé le projet Toit d'Europe pour recueillir l'avis de jeunes ressortissants européens sur les institutions. 2 ans plus tard, les documentaristes comptabilisent plus de 300 entretiens. Alors, que retiennent-elles de ces rencontres avec des jeunes Européens? Alexandre Debray a rencontré Sophie Herriot. Il y a un vrai problème au niveau de la communication de l'Union européenne qui doit être faite, je pense, et ce qui nous a été dit souvent dès le plus jeune âge. Parce que si on nous apprend dès le plus jeune âge que finalement c'est normal d'être dans l'Union européenne, certes, mais on a des avantages au quotidien, les écoles sont cofinancées par l'Union européenne, les routes. Et si on nous apprend ça, on aura un intérêt à s'y intéresser, à continuer à faire des échanges avec notamment les autres citoyens. Et on aura après un intérêt à aller voter parce qu'on dira ça sert à quelque chose d'aller voter. Parce que si on ne sait pas ça, forcément qu'on a le sentiment que ça ne sert à rien d'aller voter et se déplacer. Alors les jeunes rechignent à aller voter, mais certains s'investissent d'une autre manière dans l'action publique à Pontivy. Depuis le mois de mars, une 50aine de militants ont pris leur quartier dans l'ancienne polyclinique de la ville. Jusqu'à la fin du mois d'août, ils vivent dans ce lieu et ils réfléchissent aux solutions pour le monde de demain. Reportage de Fanny Coconnier. C'est peut-être pas forcément la solution la plus pertinente. Autour de la table, 3 tout jeunes ingénieurs. Ils s'attaquent à un chantier ambitieux, celui de chiffrer le coût de la transition écologique dans toutes ses dimensions. Je pense qu'il faut vraiment qu'on agisse pour changer notre société. Pas que penser au changement climatique, il y a plein d'autres choses qui ne vont pas. Notamment l'érosion des sols, la chute de la biodiversité, la perte de lien social, etc. Comme Margot, 24 ans, ils sont ainsi une 50aine de volontaires mobilisés pour 6 mois au sein de la bascule, un engagement total. Et je trouvais que le fait d'agir sur la question politique était très importante. C'était un autre levier d'action et je me suis dit, très bien, c'est parti. M'engager totalement pour mes convictions pendant 6 mois non-stop, ça correspond totalement à ce que je suis. Je suis jeune, j'ai beaucoup d'énergie à donner, j'ai quelques compétences. Dans cette clinique désaffectée, ces volontaires de toute la France ont aménagé leur quartier en 3 semaines. Depuis, un système de gouvernance partagé a été instauré, 10 groupes de travail se sont formés. Leur objectif, faire basculer le système. Initiée par Maxime de Rostolan, l'équipe travaille pour aboutir à des propositions concrètes. Il faut vraiment se laisser le temps de poser des bases solides à l'alternative qu'on propose. Ouais, bien sûr, on optimise, sinon on ne serait pas là. L'homme est résilient, l'homme est stupéfiant d'intelligence, et donc on peut trouver des voies désirables pour l'avenir. Est-ce qu'on arrivera à les mettre en place? Je ne sais pas, mais en tout cas, ne pas le tenter, ce serait là pour le coup une condamnation certaine. Fin août, le propriétaire du site reprendra possession des lieux. Les membres de la bascule poursuivront leur aventure ailleurs en France pour changer le monde. Tout de suite, la suite de l'actualité de ce vendredi en images. C'est dans le 5 Info préparé par Tom Gagnou avec les rédactions du Télégramme. 400, c'est le nombre de champs orange traités au glyphosate recensés en Bretagne depuis le 28 mars à l'initiative d'Eau et Rivière. Le collectif entend pointer du doigt l'utilisation toujours aussi récurrente de ce produit contesté pour sa dangerosité. Les responsables de l'association demandent désormais à la préfète de Bretagne de prendre plusieurs mesures urgentes, notamment l'interdiction de toute application de désherbant total sur les parcelles agricoles. Un médecin du Trégor, à nouveau dans la ligne de mire de la CPAM, le docteur Anne-Cécile Garel de la Roche-Jaudy est accusé de prescrire trop d'arrêts maladie. En mars dernier, c'était le cas du docteur Bigorgne à Kermaria-Sulard. Une nouvelle action de soutien a eu lieu ce vendredi où plusieurs praticiens se sont rassemblés pour protester. Le projet d'extraction de sable en baie de Lannion refait parler de lui. Ses opposants ont appris cette semaine qu'un recours contre le gel provisoire de l'extraction avait été déposé en 2018 et que le rapporteur public demandait le rejet de leur demande d'annulation de l'arrêté d'ouverture des travaux. Il dénonce l'hypocrisie des décideurs politiques et le risque de destruction de milieux fragiles. Le projet avait été officiellement enterré l'an dernier par Emmanuel Macron.
Et si c'était à la vallée des Saints, à Carnoët, que le roi Richard Cœur de Lion a subi au XIIe siècle une terrible défaite? C'est en tout cas l'hypothèse sur laquelle travaillent des archéologues qui viennent d'effectuer 2 semaines de fouilles sur place. Des traces d'incendie retrouvées vont faire l'objet d'une datation au carbone 14, diagnostic archéologique attendu d'ici quelques semaines. La belle saison du Stade Rennais méritait bien ça. Le club vient d'ouvrir en plein cœur du Roison Park, son stade, une galerie de 500 mètres carrés retraçant toute son histoire. Trophées, maillots, écharpes, une des journaux, tout y est. Les visites seront ouvertes au public à partir de septembre prochain. Le conflit est une chance, c'est le message que souhaite faire passer le Centre de ressources sur la non-violence en pays de Saint-Brieuc. Une exposition et des animations se sont tenues toute la semaine à la médiathèque de Plaintel. Reportage sur place de Mathilde Kebener. Jeux de rôle, expositions, jeux coopératifs. À la médiathèque de Plaintel, on apprend à mieux gérer les conflits. Et même après quelques explications, ce n'est pas toujours évident. J'avais pas commencé, elle avait commencé avant moi. Donc, t'as besoin de quoi avant de commencer de jouer? De faire le chemin avec nos doigts. D'accord, donc t'as besoin que vous décidiez ensemble quel chemin prendre. Faire comme ça, comme ça, comme ça. Là, je viens d'apprendre déjà que j'ai besoin de parler. J'ai appris plus de clés pour pouvoir contrôler ma colère. Parce que moi, ça me rend triste de m'énerver aussi vite, de casser des choses parce que je m'énerve. Là, déjà, j'espère que ça m'aidera mieux à éviter de faire des bêtises dans ce genre. Ces animations ont été élaborées par le Centre de ressources sur la non-violence en pays de Saint-Brieuc. C'est important pour les enfants de pouvoir savoir ce qui les traverse, pouvoir leur permettre de dire ce qu'ils ressentent. Là, je suis en colère, là, je suis triste. Ça m'a fait mal ce que tu m'as fait. Et une des choses qu'on essaye de mettre en place, c'est des règles qui sont décidées ensemble. C'est ce que j'essaie de leur transmettre. Les membres du Centre de ressources sur la non-violence espèrent exporter ces outils dans d'autres communes bretonnes pour que le conflit du quotidien devienne une chance. C'est un bâtiment dans un site d'exception. L'hôtel Sainte-Barbe accueille à nouveau des clients dès ce vendredi. Après 13 ans de fermeture, situé au-dessus du port du Conquet, l'établissement offre un panorama sans équivalent. Reportage sur place. Sa silhouette massive domine le port du Conquet depuis plusieurs décennies. L'hôtel Sainte-Barbe, fermé en 2006, ouvre à nouveau ce 24 mai 2019, après 8 ans d'abandon et 3 ans de travaux. Si ces 2 entrepreneurs finistériens se sont lancés dans ce chantier titanesque, c'est pour cet emplacement exceptionnel et un véritable coup de cœur. Ce qu'on se dit quand on arrive sur cette rambarde et qu'on voit le large, on voit Béniguette devant, Molène dans le fond à droite et Ouessant un peu plus au large, on se dit que c'est merveilleux et que par tous les temps cet endroit a une certaine magie. Quand on est arrivé sur cette terrasse, j'ai juste fait waouh, c'est quelque chose de dément. Avoir ce rooftop en haut de cet hôtel qui est mythique, qui surplombe la mer, c'est juste énorme pour nous. Une vue que l'on retrouve dans chaque partie de l'hôtel, dans le restaurant de 80 couverts, dans les 34 chambres, de la basique, aménagée comme une cabine de bateau, à la suite, avec son balcon donnant sur le port du Conquet, un site qui offre une situation exceptionnelle. L'hôtel étant un peu en porte-à-faux à certains endroits, on est au-dessus de l'eau. Par beau temps, c'est absolument extraordinaire, mais je suis sûr qu'au moment des tempêtes, ça va également être des chambres fantastiques. Pour beaucoup, la réouverture de l'hôtel est l'occasion de renouer avec un passé réactualisé. La commune, elle, se frotte les mains. Pour la commune, c'est une locomotive avec en plus 36 emplois. Je crois que le Conquet aura un bel établissement. De 200 € à 500 € la nuit pour une suite, les prix séduiront une large clientèle, éventuellement prête à embarquer vers les îles. Et à Moustoirac, la mairie vient d'inaugurer le Trait d'Union, un pôle culturel et social composé d'une médiathèque et d'une salle de réception. Sa particularité, il est installé dans l'ancienne chapelle de la commune. L'idée, c'est surtout de faire vivre le bourg et créer des échanges entre les générations des 1900 habitants. Reportage sur place d'Aurore Coulon. Sous les anciens vitraux de cette chapelle de Moustoirac, l'hôtel a laissé place aux histoires. Notre-Dame de Lourdes, datant de 1888, vient d'être rénovée en médiathèque. Elle s'inscrit avec une salle de réception dans le pôle culturel et social baptisé le Trait d'Union.
L'idée, ça a été vraiment de garder l'empreinte architecturale, d'autant plus que nous sommes dans le périmètre des bâtiments de France, donc il faut faire attention à ce que l'on fait. On a la chance d'avoir un bourg plutôt agréable, plutôt même qualifié de sympa, et qui a une belle architecture, et donc il fallait garder cette logique extérieure tout en inscrivant le bâtiment dans le 21e siècle avec des services nouveaux et des concepts nouveaux portés pour et par les habitants. La municipalité et une association d'habitants souhaitent transformer la chapelle, utilisée jusqu'ici comme espace de stockage. Livres, ordinateurs ou encore écrans de cinéma investissent les lieux et pour certains, cela crée une nostalgie. J'étais à l'école à Moussouarac, on venait au catéchisme ici, puis à la messe quand il y avait des messes, et puis on aimait bien notre petite chapelle. C'est très joli, c'est bien fait, mais pour moi c'était à la chapelle. C'est une bonne idée, je trouve. C'est sympa, c'est moderne, c'est beau. Ça fait quelque chose dans le bourg où on peut rencontrer des gens. Donc c'est bien, c'était une bonne idée. Les fonctions de la chapelle peuvent encore évoluer en fonction des besoins de la commune. L'idée d'un relais colis a déjà été proposée. Ça y est, l'affiche de la 12e édition du festival Ouessantin Illophone a été dévoilée. On connaissait déjà 2 des groupes à l'affiche, à savoir la Maison Tellier et No One is Innocent. Tara Lagoutte nous en dévoile le reste. La programmation s'annonce éclectique pour le plus à l'ouest des festivals, du rock avec les hurlements de Léo, la Maison Tellier, Catfish ou encore No One is Innocent. Cette année, le festival s'ouvre aussi à plus de musique du monde, avec notamment les Congolais de Jupiter and Quest qui chanteront en bantou, ou le rock latino festif de Che Sudaka. Nous faisons en sorte de présenter aux festivaliers des groupes, des artistes qui n'ont pas forcément vu sur la pointe bretonne durant l'été. Sachant que l'Illophone est le dernier festival de la saison, c'est important pour nous de présenter donc une belle affiche assez éclectique. Pour la partie off du festival, d'autres concerts bien sûr, et le duo Ligne de Front, une performance guitare-pinceau de Paul Bloas et Serge Tessoguet. Autre animation, celle de la Compagnie des Nazes, qui apprendra un petit spectacle circassien aux enfants de Lille. On avait l'habitude avant d'aller voir la mise en place du site avec les enfants, mais cette année, le fait qu'ils soient vraiment acteurs de l'Illophone, ça va les rendre encore plus fiers. D'autres nouveautés sont à prévoir côté organisation. On est encore un peu dans le flou, parce que là, la salle polyvalente, ceux qui étaient l'année dernière se sont rendus compte qu'elle était en très gros travaux. Donc là, on a une très belle salle qui vient d'être finie. Mais du coup, ça change un petit peu le site parce que maintenant, il y a un extérieur qui a été fait, c'est plus de l'herbe, il y a du goudron, il y a des trottoirs. Donc il faut qu'on réaménage un peu nos différentes stands de restauration, buvettes. Mais je ne m'inquiète pas, on trouve toujours une solution. La moitié des places ont déjà été écoulées depuis l'ouverture de la billetterie. Rendez-vous du 6 au 8 septembre pour le festival. Voilà, cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez une émission spéciale présentée par Pauline Ferco sur l'archéologue médecin critique d'art Victor Ségalen. Et puis dimanche, à partir de 20h15, une émission spéciale sur le site www.telegram.fr pour suivre les principaux résultats du scrutin sur les élections européennes. Bonne soirée et à lundi 19h pour un nouveau JT Breton. Bon week-end.